J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. C'est de la poudre de perlimpinpin. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Silence pour la France! Je vous demande de vous arrêter. David Revaud-Dallon, ça reste entre nous. Bonjour, vous écoutez Ça reste entre nous, nouvelle émission politique de Radio J. La politique comme nulle part ailleurs, les meilleurs spécialistes réunis pour expliquer les coulisses, décrypter les choix, les stratégies de nos femmes et de nos hommes politiques. Le tout sans langue de bois, c'est rare et c'est tous les mercredis 21h sur Radio J. Alors cette semaine, comme les précédentes et comme les prochaines bien sûr, on va évidemment chroniquer la suite de la mère de toutes les batailles, la réforme des retraites qui atterrit à l'Assemblée nationale lundi. On parlera aussi du Parti socialiste en pleine crise depuis que les deux finalistes du Congrès, premier secrétaire Olivier Faure et son challenger Nicolas Mayer-Rossignol, affirment tous deux avoir remporté le vote jeudi dernier. Suspense insoutenable. Et puis on passe à la droite en troisième partie d'émission. Ça se complique pour Éric Ciotti, à peine élu à la tête des Républicains, mais déjà contesté de toutes parts. Alors, pour en parler autour de la table, l'élite du journalisme politique français, les Top Guns du décryptage, les forces spéciales du journalisme politique, ceux qui savent tout sur les arrière-boutiques du gouvernement, des partis et de l'opinion. Tout d'abord, Arlette Chabot, éditorialiste LCI. Bonjour Arlette. Bonjour. Gilles Bornstein, rédacteur en chef à France Télévisions. Bonjour Gilles. Bonsoir à tous. Et Frédéric Dabi, directeur général de l'Institut de sondage IFOP. L'opinion n'a pas de secret pour lui. Bonsoir Frédéric. Bonsoir David. Alors, je vous rappelle la règle du jeu. Vous pouvez vous livrer sans vous lâchez, tout nous raconter. Bien entendu, tout ceci reste entre nous. Alors, le premier de nos sujets, évidemment, la réforme des retraites. Ça se complique sur tous les plans pour le gouvernement. Et d'abord, à l'Assemblée nationale, où le texte sera examiné à partir de lundi en commission. Et l'Assemblée nationale, où la Première ministre, Elisabeth Borne, a été vivement attaquée hier sur la question de la justice de cette réforme, notamment sur la question des femmes. On l'écoute. Je le redis. Nous avons veillé, avec le ministre Olivier Dussopt, en construisant ce projet, à protéger les plus fragiles, les plus modestes, y compris les femmes. Mais Madame la députée, au-delà de ce faux procès, j'espère que les débats dans l'hémicycle nous permettront de continuer à enrichir le projet. Je vous remercie. Alors, séance agitée hier, je me tourne vers vous, Frédéric Dabi. Malgré ce qu'affirme la Première ministre Elisabeth Borne et le gouvernement comme un seul homme depuis quelques jours, puisqu'il s'agit quand même des éléments de langage multidiffusés, l'opinion ne perçoit pas du tout cette réforme comme une réforme de justice, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. Il y a même une véritable dissonance entre un gouvernement qui martèle avec des éléments de langage, c'est une réforme juste, etc. Autant l'idée d'une réforme qui sauve le système peut être audible et entendable par des Français, un peu sur le modèle de 2010 avec Éric Woerth et François Fillon, autant la justice, c'est justement ce que reprochent les Français. J'ai fait référence à notre enquête IFOP JDD d'il y a quelques jours, où on a très bien vu qu'un des griefs majeurs associés à cette réforme, c'est l'idée qu'elle n'était pas juste, ça réactivait ce que j'appelle le clivage gros-petit, c'est-à-dire qu'Emmanuel Macron, le gouvernement protège les gros face aux petits, les plus riches face aux plus modestes, les classes moyennes qui sont oubliées. Et c'est là où le bas blesse, parce que c'est une réforme relativement large. On a vu dans une enquête récente que différents aspects de la réforme était soutenu par les Français, mais là où il y a un point de focalisation, de crispation, c'est ce passage de 62 à 64 ans, avec en plus, et on a vu il y a depuis quelques jours, du testimonial, des véritables témoignages. Une femme des années 80 va cotiser plus longtemps qu'un homme né en 1980. C'est des choses qui, je dirais, sapent très fortement une légitimité déjà très fragile de cette réforme. Je rappelle nos derniers chiffres, 28% seulement d'adhésion, 72% de rejet. C'est très faible. Arlette Chabot, c'est vrai qu'on a vu apparaître dans les discours des ministres envoyés au front ces derniers jours le fait qu'il n'y a pas de perdant dans cette réforme, au contraire, elle est très juste. Mais comme le dit Frédéric Dabi, ça passe pas ces arguments. Les gouvernements qui font une réforme des retraites disent toujours la même chose. Elle est nécessaire, indispensable et elle est juste. Bon, alors à chaque fois c'est la même discussion. Là, il y a encore plus de discussions déjà sur la nécessité absolue de faire la réforme très vite. Parce qu'on voit bien avec les hésitations du corps, les hypothèses du corps, plus le président du corps, du Conseil d'orientation des retraites qui... lui-même n'est pas convaincu, lui-même semble-t-il. n'a pas l'air totalement convaincu de l'urgence. Donc là, l'argument, il est déjà contesté. Deuxièmement, effectivement, la réforme est juste. Alors, on pouvait dire qu'effectivement, 62-64, on allait équilibrer en corrigeant des injustices. Certaines...
sont effectivement corrigées, ou en tout cas il y a des améliorations. On pense évidemment notamment au minimum de retraite, mais tout ça est déjà laborieux. Vous avez vu, c'est 1100, 1200, 1200, c'est du net, c'est du brut, c'était le flux, le stock, comme on dit, des retraités. Donc déjà, c'était confus. Et alors là, effectivement, quand en plus un membre du gouvernement reconnaît lui-même que pour les femmes, c'est bien d'être honnête quand on est ministre. C'était Franck Riester, ministre des Relations avec le Parlement, il y a 2 jours. 2 jours, qui dit, oui, les femmes devront cotiser un peu plus que les hommes. Vous faisiez allusion, effectivement, à cette génération. Donc, alors là, ça part en vrille, quoi. C'est-à-dire que c'est très compliqué, les réformes des retraites, parce qu'il y a beaucoup de cas différents, presque des cas particuliers. Donc, c'est compliqué à comprendre. Le temps que les Français comprennent de quelle manière ils sont et en quoi ils sont concernés, quel va être pour eux ce qui va leur arriver, quoi. C'est à quelle sauce vont-ils être mangés, comme on dit familièrement. Plus ça va, plus c'est compliqué et moins, effectivement, les affirmations du gouvernement sont entendues, acceptées. Donc, au fond, je dirais que l'inquiétude et la colère s'accroît au fil des jours. Gilles Bornstein, le gouvernement a raté la pédagogie, comme beaucoup de voix dans la majorité le déplorent, sur le caractère juste de cette réforme. Oui, complètement. Les sondeurs, j'en ai un à côté de moi, disent toujours que quand on rate le début, c'est très dur de rattraper. Donc on verra ce qu'il en est. Mais là, c'est sûr que les débuts sont complètement ratés. Je rajouterais une chose à ce qu'ont dit mes camarades sur le côté injuste perçu, les femmes, les différences de durée de cotisation. Il y a une autre injustice perçue, c'est que cette réforme demande des efforts aux salariés. On peut les trouver nécessaires, légitimes, tout ce que vous voulez, certes. Mais en tout cas, il y a un truc qui est incontestable, c'est ceux à qui elle demande des efforts, c'est aux salariés, et elle ne demande rien, strictement rien, aux chefs d'entreprise. Ni en augmentation de cotisation, ni en obligation de garder les seniors plus longtemps, puisqu'il y a cet index. Il y aura une sanction s'il n'est pas publié. Mais enfin, le fameux index des seniors, voilà, effectivement, qui est censé être contraignant pour les entreprises. Qui est censé être contraignant, mais la seule sanction qu'il y aura, c'est si on ne le publie pas. Après, vous pouvez publier un index qui montre que vous ne gardez pas vos seniors, vous ne serez pas sanctionné pour autant. Et ça, les salariés se rendent compte que c'est compliqué. Alors, sur la façon de vendre la réforme, c'est vrai qu'il y a 2 manières. Il y a de dire c'est indispensable pour les comptes publics, il y a du mou dans la corde à nœuds, ou c'est juste. Peut-être que le gouvernement a fait une erreur, parce que sur la justice... il a oscillé entre ces 2 explications. Il a oscillé, mais là, on a vu depuis un certain nombre de jours, en fait, depuis que la Première ministre a présenté la réforme, c'était la justice. C'est une réforme juste. Elle l'a répété, mais 250 fois. Manière de dire, aujourd'hui, le régime est injuste, on va le rendre plus juste. Sauf que les gens, bizarrement, un truc où ils travaillent 2 ans de plus, ils n'arrivent pas à trouver que c'est plus juste. Alors, c'est facile à dire après, mais... depuis 10 jours, l'entrée sur c'est indispensable à la maîtrise des comptes publics a été peut-être un petit peu abandonnée. Alors peut-être qu'ils vont revenir à ça. Pourquoi cet argument de la justice, Frédéric Dabi, ne passe pas dans l'opinion ? Pourquoi ça passe pas le mur du son ? Parce que pour une réforme des retraites, c'est pas le bon argument, c'est pas le bon levier. Quand on voit ce qui s'est passé en 2010, il y a vraiment des points communs très nets entre la réforme de 2010, Fillon versus Sarkozy, et celle de 2023. On avait un front syndical uni contre la réforme et on avait la même logique d'opinion, c'est-à-dire parce qu'on ne peut pas baisser les pensions des retraités, parce qu'on ne peut pas, comme vous le dites Gilles, augmenter les cotisations salariales et patronales, il ne reste que cet effort raisonnable. Mais en 2010, il y avait un contexte économique très particulier, il y avait un chômage de masse, il y avait une très forte sensibilité lié à la dette. En 2010, c'est 3 ans après 2007, une campagne où François Bayrou fait campagne sur la dette, où François Fillon dit en juillet-août 2007, je suis à la tête d'un État en situation de faillite. Il y avait une vraie prise de conscience. Pas majeure, c'était pas le sujet le plus prégnant. Là, ce sujet a disparu. On est sur l'argent magique, on est sur le quoi qu'il en coûte. Et quand j'entends 15 milliards, t'as plus rien. Exactement. Quand j'entends des arguments de personnes liées à la gauche, à la NUPES, mais je ne suis pas là pour les juger, mais les Français les entendent. Attendez, l'épaisseur du trait, quand exactement. Le déficit, c'est l'épaisseur du trait. Il y aura peut-être 4-5 milliards en 2030, mais regardez, on est sur 70... Ouais, c'est des choses qui font que ça érode l'acceptation de cette réforme. Et c'est vrai qu'une réforme réussie, c'est quand il y a une finalité claire, vous l'avez dit, elle a complètement fluctué, quand il y a un sentiment de justice et d'effort équitablement respecté
Force est de constater que ce n'est pas le cas, ne serait-ce que le fait que les dirigeants d'entreprise ne vont pas mettre la main à la pâte. Et quand il y a une incarnation forte, et là aussi, c'est peut-être pas notre sujet maintenant, mais il n'y a pas une incarnation forte. Olivier Dussopt est peu connu des Français. Elisabeth Borne est très touchée par l'accusation d'autoritarisme liée au 49.3. Et Emmanuel Macron est un pied dedans, un pied dehors. Il en parle le 31 décembre, puis il se tait, puis il en parle de l'étranger. On n'est pas là aussi sur l'incarnation forte. Sa déclaration jeudi à Barcelone, tout à fait. en pleine manifestation. Voilà, qui était peut-être à contre-courant. Alors, traduction de cette incompréhension, c'est évidemment les attitudes des députés à l'Assemblée nationale. Le gouvernement comptait bien sûr sur les Républicains pour faire adopter cette réforme sans encombre et surtout sans utiliser le fameux 49.3. Mais d'abord, tous les députés de droite ne sont pas derrière leur chef Éric Ciotti, semble-t-il. Et puis, cerise sur le gâteau, il y a quelques députés de la majorité qui renaclent et qui ont annoncé, je pense à Stella Dupont, je pense à Barbara Pompili, de l'aile gauche de la majorité. Patrick Vignal de Montpellier, qui ont annoncé qu'ils ne voteraient pas. Ça veut dire, tout ceci mis bout à bout, que cette réforme, elle peut ne pas passer à Arlette Chabot à l'Assemblée nationale ? Logiquement, il y aura sans doute... on va traîner les pieds du côté des LR pour certains, oui, puis sont hostiles. Alors certains sont hostiles. Pradier était déjà, pendant sa campagne interne chez les LR, Aurélien Pradier avait dit qu'il était contre le report de l'âge de départ à la retraite. Donc ça, c'est clair. Après, il y aura peut-être une tentative et une tentation du côté des LR aussi de faire monter un peu les enchères. Il faut qu'il y ait quand même une négociation. Le gouvernement est encore plus en difficulté, donc il faut monnayer encore plus cher, effectivement, et obtenir quelques concessions. Ça devrait marcher. Dans la majorité, surtout, ce qui est intéressant, c'est la course aux propositions. Parce que, franchement, ils veulent être entendus aussi un peu, les députés de la majorité relative. Donc, on fait des propositions au MoDem. Renaissance, on veut aussi que le gouvernement dise « Ah, bah, quand même, bien sûr, on vous entend, on améliore le texte ». Seulement, on ne voit pas très bien la grandeur de la marge, la largeur de la marge qui sera laissée effectivement aux élus, parce que là aussi, on retrouve pour le coup un Bruno Le Maire qui, lui, revient au compte. Bruno Le Maire, à chaque fois, il dit « Moi, je veux bien, mais à condition qu'on ne dépense pas plus, que cette réforme ne coûte pas plus cher, parce que finalement, un tiers de l'argent qui doit être récolté serait déjà consacré aux améliorations, guillemets, de la réforme. » Donc, tout ça est dans un cadre très contraint. Mais la réforme, logiquement, devrait être votée. Comment ? 149.3 ? 149.3, mais moi, je me dis qu'à l'allure à laquelle les choses se délitent pour être tout à fait désagréables, on ne sait pas ce qui peut se passer et peut-être que le gouvernement devrait recourir au 49.3, ce qu'il ne veut pas. Pourquoi est-ce que ces députés de la majorité dont on parlait n'assument pas cette réforme ? Pourquoi est-ce qu'ils s'opposent et menacent de ne pas la voter ? C'est quand même un sacré caillou dans la chaussure. Parce qu'elle est injuste. Parce que c'est ce qu'on vient de dire, elle est injuste. Ils l'aperçoivent, leurs électeurs l'aperçoivent comme injuste. Ce sont des députés qui viennent de la gauche de la majorité. On ne peut pas dire qu'ils aient été très bien traités dans le premier quinquennat. Alors évidemment, ce qu'on peut leur reprocher, c'est qu'il l'a ramené un petit peu moins quand Emmanuel Macron était en état de se représenter. Et que là, Emmanuel Macron n'étant pas en état de se représenter, on sent que c'est déjà la fin d'une époque. Alors tout d'un coup, ils ont du courage. Mais enfin, c'est plutôt maintenant que Barbara Pompili trouve les choses injustes. C'est maintenant qu'elle dit ce qu'elle pense. On peut se demander pourquoi pendant 5 ans, elle ne l'a pas dit. Un peu curieux, effectivement. C'est un peu curieux, mais voilà, c'est simplement que cette réforme, ce combat pour montrer que cette réforme était juste, a été perdu, pour la bonne et simple raison que la réforme n'est pas juste. Et donc, voilà, c'est vrai que c'est, pour le coup, que LR renacle, que LR marchande, qu'ils essayent d'obtenir la contrepartie politique de leurs gestes, c'est compréhensible. Pour la majorité... même si c'est ce qu'on pense, ne pas voter une réforme aussi considérable... Et cruciale pour la suite du quinquennat. Cruciale, ça pose la question de l'engagement en politique, ça pose tout un tas de questions. Moi, ce que je me demande, c'est si les réticents chez les Républicains, les réticents dans la majorité font que, ne voulant pas prendre de risques, le gouvernement doit dégainer le 49.3. C'est une question que je me demande avec Frédéric. On dit que le 49.3, ça commence à mal passer. Mais alors un 49.3 pour quelque chose d'aussi fondamental que les retraites... je me demande ce que ça fera dans l'opinion. Dans l'opinion, Frédéric, justement, à 49.3, ça serait désastreux, catastrophique. Mais déjà, pour prolonger ce que dit Gilles, ça ne passe plus. Le Michel Rocard qui passe 28 fois au 49.3, ça ne change rien à une popularité étincelante. Déjà, le début de la fin, si je puis dire, pour Manuel Valls, c'est les premiers 49.3 en 2015-2016, et c'est vrai, on le voit dans sur la loi El Khomri. Exactement. La loi travail. Et la première loi Macron, c'est ce qui a fait qu'il y a eu, ça reste entre nous, quelques tensions entre Emmanuel
Macron, Emmanuel Valls à l'époque, je pense que personne ne le sait, mais il faut le dire. Et c'est vrai que quand on regarde les verbatims des Français mécontents d'Elisabeth Borne dans le baromètre IFOP JDD, on voit à quel point elle est associée au 49.3. C'est Madame 49.3, il n'y a quasiment rien d'autre sur son action. Il faut quand même dire que la première version de retraite, premier quinquennat d'Emmanuel Macron, il y avait eu un 49.3, Édouard Philippe avait, parce qu'il y avait de obstruction, c'était la raison, il avait utilisé le 49.3. Mais d'abord, il a été sauvé par la Covid, parce qu'il faut quand même peut-être dire qu'une épreuve de force a été évitée par l'épidémie, grâce à l'épidémie. Bon, je crois que c'est pas exagéré. Ça a mis quand même un terme à un débat qui s'enflammait et qui était très, très difficile. Bon, 49.3, c'était possible par Édouard Philippe. Aujourd'hui, avec Elisabeth Borne, ça semble impossible. Certains disent d'ailleurs, petite anticipation, que le prochain budget à l'automne, alors recommencer la séquence des 9, 10, 49.3, ça n'est plus possible. D'où l'idée que dans la calendrier, dans la tête, il y a la dissolution. Mais c'est un autre sujet dont nous parlerons un autre jour. Alors, il y a la bataille de l'Assemblée, il y a aussi la bataille de la rue. On l'a vu, les syndicats vent debout comme un seul homme ont rassemblé jeudi dernier 1 à 2 millions, selon les estimations de personnes dans les rues. Rebelote, mardi prochain, à quoi il faut s'attendre, Frédéric Dabi? Une France bloquée? Alors, personne ne peut le dire, mais c'est vrai que la manifestation de jeudi dernier a été une véritable bonne surprise pour les syndicats. Pas seulement le nombre, que l'organisation. Moi, j'ai appelé cette manifestation une manifestation retour vers le futur. C'est-à-dire qu'on a retrouvé ce qu'on avait dans la rue, le cadre, la scénographie classique de la Ve République. Nos manifs de jeunesse. Voilà, nos manifs, allez, disons, de jeunesse. Voilà, bien sûr. L'autre, il fait le jeune. Voilà. Et c'est vrai que le fait qu'on n'ait pas eu ce qui s'est passé depuis la loi travail, depuis 2015-2016, une rue parfois livrée au Black Bloc, on se souvient de la sidération des Français suite au saccage de l'Arc de Triomphe, ça a aussi amené beaucoup de personnes dans la rue, dans des enquêtes faites avant la journée du 19 janvier, on avait quasiment 3/4 des Français qui avaient intériorisé que le gouvernement ne reculera pas. Que se passera-t-il suite à cette manifestation, suite à celle du 31 qui devrait aussi être relativement nombreuse et massive? Est-ce qu'il y a un doute qui va s'immiscer, s'installer sur la détermination du gouvernement? En 2006, au moment du CPE, dernier mouvement social qui a fait reculer un gouvernement, pour moi, c'est le vrai dernier. On a vu au fur et à mesure des manifestations de février à avril le sentiment que Dominique de Villepin pouvait retirer son projet. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ce qui n'est absolument pas le cas. Oui. Autre élément à suivre. Et y aura-t-il présence de salariés du secteur privé? On n'y en a quand même pas eu beaucoup le 19. Arlette Chabot, ça peut durer, ça peut s'amplifier, ces grèves, ces manifestations? Moi, je trouve ce que vient de dire Frédéric, comme tout souvent, c'est le plus important. C'est-à-dire, est-ce qu'on va passer de la résignation sur laquelle comptait effectivement le gouvernement? Les Français, ils sont résignés, ils ont bien compris, de toute façon, la réforme va passer, et puis c'est pas le moment, et voilà. Donc, mais si c'était possible, si effectivement le gouvernement pouvait reculer, si Macron était obligé de reculer. Donc là, moi, je pense que c'est déterminant. Ça veut dire que s'il y a une deuxième grande journée d'action avec manifestation, grève, défilé qui se passe bien, c'est très important effectivement qu'il se passe bien. Il y a effectivement une petite musique qui va entrer dans la tête de ceux, c'est-à-dire l'extrême majorité des Français, que là, on peut faire reculer. Il n'y a pas de fatalité et le gouvernement peut renoncer ou en tout cas modifier très fortement cette réforme et notamment, trouver une solution pour éviter le passage du 62 à 64. Ça, c'est fondamental, je pense, pour les semaines qui viennent, parce que ça peut tout changer. Alors évidemment, on va dire Emmanuel Macron n'est pas Jacques Chirac qui, lui, pouvait accepter de retirer une réforme quand il pensait que la société française allait trop se déchirer. C'était pas le cas d'Emmanuel Macron, on peut le dire comme ça. Mais en tout cas, le gouvernement peut être obligé, et le président surtout, de sérieusement réfléchir. Merci pour toutes ces explications fort instructives. On se quitte quelques rapides instants. On se retrouve très vite pour évoquer la tragique et ubuesque situation du Parti socialiste. David Revaud-Dallon, ça reste entre nous.
Ça reste entre nous sur Radio J. On passe au deuxième sujet de notre débat, le Parti Socialiste dans toute sa splendeur. On rappelle les faits. Jeudi avait lieu le vote pour le premier secrétaire, le chef du PS. Et le sortant, Olivier Faure, comme son challenger, le maire de Rouen, Nicolas Meyer-Rossignol, revendiquent tous deux la victoire. Ça crée un broglio. On écoute ce dernier. C'était sur France Info hier. Et je crois que c'était à votre micro, Gilles Bornstein. Le sujet, en fait, c'est que... Vous l'avez dit quoi? Vous avez dit quoi? J'ai indiqué qu'il y avait des irrégularités manifestes dans un certain nombre d'endroits qui correspondent aussi à des pratiques qui sont des pratiques frauduleuses, qui sont depuis trop longtemps installées, et que, pas partout, évidemment, il y a plein de gens, y compris plein de gens qui n'ont pas voté pour moi, et qui ont voté de façon parfaitement transparente, démocratique. Mais nous disons simplement qu'on voit bien, sinon le résultat, il serait sorti rapidement. La question qui est devant nous maintenant, c'est est-ce qu'on arrive à se rassembler ou est-ce qu'on continue à se déchirer ? Nous avons dit très simplement que quel que soit, on peut, comment dire, se pouiller sur les pouillèmes. Mais la vraie question, c'est qu'à la fin, on est autour de 50-50. 50-50, Gilles, qu'est-ce qui s'est passé dans ce vote pour atterrir sur un score aussi ahurissant à une telle contestation ? Manifestement, le vote est serré. Alors bon, la culture de la triche au Parti Socialiste, vous connaissez ça par cœur, est assez développée. C'est une vieille histoire. Il n'y a pas de raison de penser que ça triche plus dans un cas que dans l'autre. Manifestement, le résultat est très serré. Donc forcément, comme le socialiste en congrès a envie de gagner, Olivier Faure n'a pas envie de concéder sa défaite et Nicolas Meyer-Rossignol n'a pas envie de montrer qu'il a perdu. Ce que je constate quand même, parce que j'avais vu ce qui s'est passé ce week-end, entre ce week-end et le moment où je l'ai reçu, c'est-à-dire avant-hier, il a un petit peu baissé d'un ton. Ce week-end, il disait « j'ai gagné ». Comme Olivier Faure, d'ailleurs. Comme Olivier Faure. Et lundi, il ne disait pas « j'ai gagné », il disait « il faut recompter, il faut aller au bout, Olivier Faure n'a pas gagné ». J'ai l'impression que Nicolas Meyer-Rossignol sait qu'il n'a pas gagné, il ne veut pas concéder sa défaite. Il veut arriver à une espèce de direction collégiale, comme lui aurait dit Olivier Faure, mais est-ce que tu imagines 4 maires de Rouen ? Voilà. Enfin, franchement, c'est pathétique. De tous les côtés. Arlette Chabot, on peut dire qui a vraiment gagné ce vote et ce congrès, ou est-ce que c'est impossible ? J'ai pas compté, moi. J'ai pas participé à la commission de recollement. J'aime beaucoup, parce que ça, franchement, il n'y a que qui peut l'inviter. La coqueuse, c'était bien aussi. La coqueuse, c'est pas... c'était l'UMP lors de la guerre. Oui, mais c'était François Fillon, Jean-François Copé. Et depuis, ils sont passés au vote électronique, comme tout le monde. Il n'y a que le Parti Socialiste qui n'arrive pas à organiser un vote électronique. Alors, pardon, je vous interromps un instant, Arlette. Au débat que j'ai animé, Olivier Faure, à la fin, s'est vanté à dire nous sommes les seuls à ne pas avoir de vote électronique, et c'est la garantie de vote sincère. D'un vote sincère. Et ben voilà. Donc tout est dit. Parfois, il faut s'abstenir. Tout est dit. Ce qui est bien, c'est que je viens d'écouter le maire de Rouen dire la question est de savoir si on va continuer à se diviser ou on va se rassembler. Franchement, j'espère qu'il a beaucoup réfléchi avant de poser cette question, parce que elle se pose depuis, on va dire, je sais pas combien. Si on est très pessimiste, on dit 30 ans. Si on est désagréable, on dit au moins depuis le quinquennat de François Hollande. Est-ce qu'on continue à vouloir perdre ou est-ce qu'on continue à essayer d'exister ? Je dis bien exister et éventuellement un jour peser dans le pays. Donc ils sont absolument pathétiques. C'est ravageur, ça, dans l'opinion, Frédéric Dabine, pour ce qui reste du Parti Socialiste. 1,7%, je rappelle, pour Anne Hidalgo à la dernière présidentielle. Oui, c'est un coup supplémentaire sur le cercueil à l'échelle nationale, parce que n'oublions pas que le PS, à l'échelle locale, a fait des très belles municipales en 2020, il a beaucoup de villes, etc. Mais c'est vrai que c'est, comme je reprends votre terme, c'est absolument dévastateur. Quand on interroge les Français avant l'affaire de ce congrès sur le parti qui incarne le mieux l'opposition à Emmanuel Macron, selon les vagues, il faut fiducial pour Paris Match, on a 1 Français sur 10 qui cite le Parti Socialiste. 1 sur 10. Quand on se souvient, alors bien sûr, on pense aussi non moins à la guerre Copé-Fillon qu'au congrès de Reims de 2008, où il y a eu finalement 70 voix ou 80 voix d'avance. 102 voix d'écart. 102 voix d'avance pour Martine Aubry, mais il y avait 2 choses, il y a 2 points de différenciation essentiels. 1, la situation du PS, qui était dans un contexte de bipolarisation, l'alternative possible des anti-sarkozystes, et puis ça n'avait pas feuilletonné. Ça avait été fini quasiment 2-3 jours après. Un jour après. Là, on voit que ça feuilletonne. C'était extrêmement violent. On se souvient très bien de Ségolène Royal, de ses propos, etc. Mais ça n'a pas empêché le PS d'entamer cette marche vers le pouvoir dès 2010 aux élections régionales. Là, on voit très bien que cette fracture, c'est une ligne politique. Pour ou contre la NUPES. Et c'est vrai qu'il y a un décalage de plus en plus fort entre une direction socialiste qui reste NUPES malgré tout et des sympathisants de gauche qui voient
et la NUPES et Jean-Luc Mélenchon comme un handicap, un fardeau pour un jour retrouver le pouvoir. Alors, vous évoquiez le congrès de Reims 2008, effectivement, sans deux voix d'écart. À l'époque, les partisans de Ségolène Royal avaient menacé d'aller jusqu'en justice, d'aller porter l'affaire devant les tribunaux, et ça aurait été évidemment la mort juridique et politique du Parti socialiste. Puis tout le monde s'était un peu repris, la logique d'appareil avait repris le dessus. Est-ce que là, Gilles, on peut, pour le coup, est-ce que les opposants d'Olivier Faure peuvent aller jusqu'au bout, contester et saisir la justice, et de ce fait précipiter un peu plus l'enterrement de la vieille formation historique de la gauche? Je dirais oui, parce que le succès oblige. En 2008, c'était encore un parti puissant. Et il y avait, j'imagine, à la fois chez Martine Aubry et chez Ségolène Royal, qui était quand même entouré par des gens importants. Manuel Valls, à l'époque, qui était dans le camp de Ségolène Royal, Pierre Moscovici, Vincent Payon. Enfin, il y avait des gens importants. Donc, ils se disaient, on a quand même une responsabilité vis-à-vis de l'opinion. Là, à 1,74%, comme plus personne ne les écoute, ça peut pousser les plus irresponsables à être le plus jusqu'au boutiste. Je pense que personne n'est capable de dire ce qui va se passer. Mais le scénario du pire n'est pas exclu, parce que d'une certaine manière, il peut se dire de toute façon, il n'y a plus d'enjeu, donc autant y aller. Je voulais juste rajouter un truc, c'est que pour dire l'état de décrépitude de la gauche, c'est qu'en gros, vous êtes sympathisant de gauche aujourd'hui, vous avez le choix entre la LFI, un parti où on vote pas, et où Jean-Luc Mélenchon décide, ça sera toi le chef, et puis toi, tu vas aller dans les mines de sel, et un parti où on vote, mais on est incapable d'organiser un vote correct. Donc c'est quand même une alternative. Oui, où la seule prise de parole mémorisable, c'est les milliardaires sont responsables de tous les maux du pays. Donc, ou alors l'Assemblée nationale transformée en ZAD, c'est l'objectif politique de Madame Tondelier, la nouvelle patronne des Verts. Arlette Chabot, quand même une bataille épouvantable à coups de couteau et de sabre dans le dos, mais sauf que c'est une bataille effectivement pour 1,7% des voix à la présidentielle. Ça fait un peu guérilla sur un champ de ruines ou dans un cimetière, ça, non? Mais je veux dire, pour dire les choses sincèrement, puisqu'on est entre nous, tout le monde s'en fout. Mais ça reste entre nous. PS. Ah ouais. Tout le monde s'en fout du PS aujourd'hui. Je veux dire, franchement, voilà, vous écoutez François Hollande parce qu'il est président de la République davantage quand il parle de Vladimir Poutine que quand il parle des affaires françaises, on a toujours l'impression qu'il règle des comptes avec quelqu'un. Autrement, il n'y a plus aucune personnalité de poids. Et ceux qui pourraient, s'ils étaient unis, alliés, mettre des idées sur la table, effectivement, ils se déchirent. Donc, je pense que tout ça se déroule dans une indifférence absolue des Français, déjà qui n'ont pas beaucoup de sympathie, d'admiration, de respect ou de volonté d'adhérer au parti politique aujourd'hui. Pas d'influence, mais franchement, c'est de quoi écœurer tous ceux qui restent encore un peu intéressés par la politique, de les écœurer définitivement. Et par la gauche. Vous confirmez, Frédéric Dabi, l'opinion est écœurée par le PS et ce qui se passe en ce moment? Je confirme complètement. Je vais un peu exonérer le PS. D'une manière générale, l'opinion ne s'intéresse pas à la vie des organisations partisanes, quelles qu'elles soient. Je m'avais été frappé en 2012 au moment de cette guerre où il y avait quand même des choses assez drôles et de l'intensité Copé-Fillon dans le baromètre IFOP fiducial pour Paris Match. C'était que le 8e ou 9e, ce qui était déjà beaucoup. Sujet de conversation des Français. Il y a une loi, je dis une loi d'airain dans l'opinion. On s'intéresse à ce qui peut nous toucher personnellement. Et c'est vrai que la mécanique partisane, on peut bien sûr le déplorer, mais en l'espèce, comme le dit Arlette, c'est quand même assez pathétique et c'est pas du tout intéressant, n'intéresse pas des Français. Il y a quand même une grande question. On évoquait le congrès de Reims, qui 4 ans plus tard avait abouti quand même à la victoire de François Hollande, qui ne participait pas à la compétition, je le rappelle. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'en 10 ans, 2012-2022, le PS prenne un tel toboggan et en passe de l'Élysée à moins de 2% des voix? Comment ce parti est-il devenu en si peu de temps une espèce en voie de disparition? C'est un peu un sujet de thèse, mais Gilles Bornstein, je vais vous demander votre avis concis et circonstancié. Il y a eu le quinquennat de François Hollande, qui effectivement a été compliqué pour le peuple de gauche. La faute à François Hollande, Gilles Bornstein? Il se fait élire au Bourget sur Mon ennemi, c'est la finance, et sur une taxe à 75%, dont Emmanuel Macron a dit c'est Cuba sans le soleil. Il finit en faisant le CICE et la déchéance de nationalité. C'est sûr que pour le peuple de gauche qu'il avait élu pour compenser les années Sarkozy, la promesse n'était pas vraiment au rendez-vous. Après, si on veut élargir, c'est que simplement le logiciel social-démocrate est mort, il ne fonctionne plus, et que la gauche, nulle part,
n'a Il y a de la trouvé... gauche au pouvoir quand même. Je Il y a veux de la dire, le gauche. chancelier Scholz, c'est quand Enfin, il est même... pas... Oui, d'accord. Enfin, non, il mais est- vous oui. pouvez dire qu'il n'est pas socialiste. Le Premier ministre espagnol n'est pas socialiste non plus. Le Premier ministre portugais n'est pas socialiste non plus. Donc, ils ne sont pas totalement... C'est compliqué parce qu'Arlette ayant été ma patronne, j'ai du mal à... Non, c'est pas ça. Allez-y, Gilles, vous pouvez y aller. Tout ceci reste entre nous. La Bérésina, elle est vraiment La Bérésina est française, mais on sent qu'il y a... Comme en Italie. Il y a quand même un problème de modèle alternatif que les Bien sûr. socialistes n'ont pas vraiment trouvé de modèle alternatif. Et tant qu'ils ne résoudront pas ce problème, je pense que la remontée n'est pas pour tout de suite. Mais pourquoi une telle spécificité française alors, Arlette Chabot, dans la loose, disons-le, de cette organisation classique de la gauche française? Gilles, pour lequel j'ai la plus grande admiration, Bien disait sûr. effectivement, c'est le quinquennat de François Hollande qui a été mité, les frondeurs, effectivement les évolutions de la politique de François Hollande. Mais évidemment que les dernières lois ne sont pas passées. Après, ils ont été pillés par Emmanuel Macron, et maintenant ils sont soumis à la NUPES et soumis à Jean-Luc Mélenchon. Donc franchement, ils ont du mal à inventer quelque chose. Mais je dirais même, est-ce qu'il y a une idée? Moi, je ne demande pas un grand projet social-démocrate remis sur la table, mais est-ce qu'ils ont une proposition? Est-ce qu'ils ont une idée? Est-ce que pendant la campagne, c'est vrai, on l'a constaté, il y a zéro proposition sérieuse, quoi. Vous pouvez même pas dire, je les aime pas, je les déteste, ou ils sont nuls, ou ils n'existent pas, mais tiens, ils ont une idée sur l'éducation, je sais pas, sur la culture même, pourquoi pas. Rien. Et le pire, c'est sans doute l'indifférence. C'est exactement ce qui s'était passé à la guerre de François Hollande, Frédéric Dabi. Ah oui, tout à fait. Alors, tout ce qui a été dit, je le partage complètement. Alors, il y a quand même un événement qui avait été le premier coup de semonce à gauche, c'est Florange, où la possibilité qu'avait François Hollande de peut-être nationaliser, ça lui a fait Sur sa camionnette. Voilà, il était venu pendant la campagne présidentielle dire je serai là avec vous. La déchéance de nationalité, contrairement à ce que peut faire croire des proches de la gauche, les sympathisants de gauche comme les Français y étaient quand même favorables. Mais c'est la loi travail qui a été, je dirais, un moment terrible, sans parler du livre de François Hollande. Maintenant, c'est vrai que c'est drôle, depuis qu'on se parle depuis ces 12 minutes, on n'a pas prononcé le nom d'Anne Hidalgo. On n'a parlé que de son score, l'effacement du PS. C'est aussi un déficit d'incarnation. Je rappelle que dans le baromètre IFOP fiducial pour Match, Anne Hidalgo est avec Valérie Pécresse et Marine Le Pen les personnalités qui ont le plus grand nombre de mauvaises opinions. Et Olivier Faure n'est pas connu de 55 à 60% des Français. Sur la 5e République, il faut incarner. Non, mais vous passez de Mitterrand, Jospin, Hollande à Olivier Faure. Je ne parle pas en termes de jugement, je ne juge pas les personnes. En termes de et à titre notoriété. personnel, j'apprécie Olivier Faure, mais il y a un problème de notoriété et d'incarnation. Arlette Chabot, Gilles Bordesagne disait qu'à l'instant qu'il n'y avait pas eu d'idée, pas de projet dans ce congrès du PS. Vous qui avez arbitré le fameux débat entre les trois compétiteurs, il y avait aussi Hélène Geoffroy à l'époque, maire de Vaux-en-Velin. Il n'y avait pas d'idée, il n'y avait pas de proposition, vous confirmez? Parce que cette question a été... Enfin, il se trouve ça a dû être sympa le débat alors. Non, mais il y avait des côtés intéressants sur leur rapport à la NUP, et puis on sentait venir les règlements de compte. Mais on a fait intervenir des Français, et effectivement, une Française disait moi je suis des années Mitterrand, je suis de la gauche de Mitterrand, François Mitterrand m'a fait rêver, dites-moi une proposition pour me faire rêver. Et alors là, vide sidéral. Mais alors, on peut dire de ça, on peut dire chaque chose et son contraire. On peut dire ils sont sérieux, ils sont pas des magots, ils n'inventent pas un impôt à 75% comme l'a fait François Hollande pour devoir piteusement revenir dessus un an après. Alors effectivement, ils disaient moi pour vous faire rêver, c'est l'éducation. Mais tout le monde a envie que... Enfin, je connais peu de gens qui disent moi je voudrais que les gens soient mal éduqués. Ça n'existe pas. Donc non, effectivement, c'est encore une fois là où Jean-Luc Mélenchon, qu'on soit d'accord ou qu'on ne soit pas d'accord, a réussi à faire émerger un certain nombre de propositions qui font rêver. C'est peut-être démago, peut-être que s'il était au pouvoir, il n'arriverait pas à les appliquer, mais il y a un imaginaire. Chez les socialistes, certainement à cause de François Hollande qui a bousillé un certain nombre de choses, il n'y a plus aucun imaginaire, même quand on leur dit « Allez-y, c'est open bar, faites-nous rêver. Vous n'êtes pas au pouvoir, c'est juste faites-nous rêver dans un débat. » Ils n'y arrivent pas. Donc, plus de lendemain qui chante du côté du PS. Est-ce que ça veut dire que le PS... plus de lendemain du tout, vous voulez dire? Plus de lendemain du tout, c'est ma question. Est-ce qu'il pourra s'extirper de cette crise, ou est-ce que c'est définitivement ou presque fini, même si les partis politiques sont comme les oiseaux, je crois, qu'ils mettent beaucoup de temps à mourir? Oui, mais il y a toujours le parti radical coupé en deux. Les deux ont fini par continuer à exister, mais très, très petits. Sur des poches territoriales. Ouais. Voilà, donc il reste quelques territoires, élus peut-être. locaux. Voilà. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas de personnalité.
Il n'y a pas de personnes fortes pour l'instant. Il n'y a pas de projet, il n'y a pas de programme. On ne sait pas ce qu'ils pensent. Ils s'alignent. Quand ils plaident pour le retour à la retraite à 60 ans, puisqu'on en parlait tout à l'heure, il faut quand même le faire, quoi. Il faut quand même le faire quand on a, voté. On approche des 3 000 milliards de dettes. Voilà, puis quand on a proposé soi-même une réforme des retraites comme celle de François Hollande, qui d'ailleurs est accélérée, celle de Marisol Touraine aujourd'hui. Tout ça enlève le peu de crédibilité qui reste. Si on parle des LR, ils disent, on proposait la retraite à 65, 64 ans, forcément, on l'appuie. Là, eux, ils ont voté, effectivement, l'augmentation du nombre d'annuités pour bénéficier de la retraite. Aujourd'hui, ils vous disent, non, erreur, retour à 60 ans. C'est encore plus faux cul. Olivier Faure, pour le coup, je lui ai demandé, dit 60 ans, mais avec 43 annuités. Oui, donc... C'est pas possible. C'est pour les rares Français qui ont commencé à 15-16 ans. C'est pas possible. Donc c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Donc je vois pas comment ils s'en sortent. Quoi. Alors, Gilles Bornstein, on voit pas comment ils s'en sortent, mais ils se retrouvent quand même, les socialistes. C'est à partir de vendredi à Marseille pour leur congrès. On ne sait pas exactement qui viendra, mais en tout cas, il y aura Olivier Faure. On imagine que l'ambiance va être cordiale, non ? Soit ils trouvent un accord d'ici là, et on l'a espéré un petit peu quand ils se sont rencontrés, soit ils trouvent un accord d'ici là et le congrès peut se passer correctement, soit ils ne trouvent pas d'accord. Et là, ça peut être le grand n'importe quoi. Ça peut être la moitié de la salle qui sort quand Olivier Faure rentre, l'autre moitié de la salle qui sort quand Nicolas Meyer-Rossignol va s'exprimer. Il y en a un qui peut avoir une influence, c'est Benoît Payan, le maire de Marseille, qui accueille la puissance invitante. La puissance invitante. On m'a dit que dans le contrat qui lie le Palais du Pharaon au Parti Socialiste, il y a marqué que le Pharaon refusera tout ce qui peut porter atteinte à l'image de la ville de Marseille. Peut-être que le congrès va être annulé alors. Non, Benoît Payan, leader, qui est un des leaders sociaux. Alors il n'y a pas d'incarnation, il y a quelqu'un qui incarne quelque chose, en tout cas à Marseille, c'est Benoît Payan. Il n'a même pas été élu, puisqu'il est arrivé... Après Michel Rubirola, dont il était l'adjoint et qui lui a laissé au bout de quelques mois la mairie de Marseille. Je vous dis pas que c'est un leader Massimo et que mais Benoît Payan incarne quelque chose, au moins à Marseille. Donc en fait, ça se joue à 3, les deux leaders et Benoît Payan. Comment ça va se passer à Marseille ? Alors, tout le monde s'en fout, on est d'accord, à part nous, mais c'est vrai qu'il y a une petite incertitude. Moi, je dirais que l'image de la ville de Rennes s'est quand même rétablie, malgré le congrès de 1990. Et plus sérieusement, il y a une personnalité dont on va parler, c'est Carole Delga, qui en termes d'incarnation... La présidente de la région Occitanie. Avec Laurent Wauquiez, c'est la présidente qui était la mieux élue en 2021. C'est vrai que l'avenir du PS, on en parlait, pour être un peu moins sombre, même s'il y a de quoi être sombre, ça passe peut-être par les territoires. Il y a le maire de Montpellier, Michael Delafosse, il y a quand même des élus, le maire de Nancy, je ne vais pas donner de nom, mais qui peuvent peut-être... Mathieu Klein, qui peuvent peut-être incarner un renouveau qui, pour l'instant, sur la scène nationale, le PS est effacé. Et quand on parle de lui, c'est pour les raisons dont on vient de parler. Il y en a une qui incarne quelque chose à gauche, qui n'a pas dit un mot, c'est Martine Aubry. Martine Aubry, on ne sait pas, parce que les gens que vous avez cités sont importants, mais ils soutiennent tous Nicolas Meyer-Rossignol. Martine Aubry n'a pas dit un mot. Martine Aubry qui ne s'exprime pas depuis un certain temps. Sur les retraites. Elle s'est exprimée sur les retraites. Mais effectivement, sur la situation de la gauche, elle est assez peu présente. On se retrouve dans quelques instants pour passer à droite toute de l'échiquier politique avec Éric Ciotti, du côté des Républicains. À tout de suite. David Revaud-Dallon, ça reste entre nous. Ça reste entre nous sur Radio J et pour cette troisième et dernière partie, last but not least, on revient sur la délicate situation d'Éric Ciotti, à peine élu à la tête des Républicains, mais déjà contesté de toutes parts. Alors ici, pas de triche comme au PS, mais des critiques en série contre le nouveau chef du parti. Hier soir, il présentait ses vœux, il explique qu'il faut soutenir la réforme des retraites dont on a parlé, mais il met tout de même dans le même mouvement en garde le gouvernement. Alors que la gauche défend désormais le droit à la paresse, nous défendons le droit à la dignité du travail. Et si pour sauver notre système de retraite, il faudra demander aux Français de travailler un peu plus, nous exigerons du gouvernement qu'il leur garantisse de travailler mieux. C'est subtil, une position, on le voit un peu alambiquée. Ciotti soutient la réforme, je résume, mais il ne veut pas non plus donner un blanc-seing au gouvernement. Et d'ailleurs, signe de cet embarras, au moment même où Ciotti s'avance hier pour prendre le micro et présenter ses vœux, eh bien Aurélien Pradier, député du Lot et adversaire battu par le dit Ciotti au Congrès, il dénonce une réforme injuste. Alors, on a une quinzaine de députés LR qui s'apprêtent à ne pas voter cette réforme, d'après les derniers comptages, contrairement à ce que préconise le chef. Ça commence mal, Arlette Chabot, pour le
le nouveau patron des LR. Ça aurait pu être pire, franchement. Comme le Parti Socialiste. Oui, on vient de parler du PS, ils ont une marge, donc... Enfin, ça aurait pu être mieux aussi, convenez-en. Oui, mais je dis que quand même sérieusement que ça aurait pu être pire, parce que vous vous souvenez, quand on avait dit Éric Ciotti, il y avait une partie des Républicains qui avait dit, si c'est lui qui devient le patron du parti, moi, c'est fini, je prends le large. m'en vais, Personne c'est n'est la parti. scission. Personne n'est parti. Vous avez raison. Personne n'a contesté l'élection, et personne n'est parti, il n'y a pas eu de démission, etc. Donc il est toujours là, et... Pour l'instant, il y a des petits revers, mais moi, je ne trouve pas que ce soit aussi dramatique que ça. Après, les députés qui ne voteront pas, vont-ils s'abstenir pour certains ou vont-ils voter contre la réforme ? C'est pas tout à fait effectivement la même chose. Mais je crois surtout que le problème va être dans quelques mois si Emmanuel Macron refait vraiment une tentative pour, suivant Nicolas Sarkozy, proposer effectivement un pacte de gouvernement aux Républicains. Parce qu'on parlait tout à l'heure d'un 49.3 sur les retraites. Ciotti s'est assez bien débrouillé pour dire tout de suite qu'il ne votera pas la loi immigration de Gérald Darmanin. Donc tout ça fait qu'au bout du compte, entre soutien sur certains textes, opposition sur d'autres, je pense qu'à un moment ou à un autre, Emmanuel Macron va quand même réfléchir à la proposition de Nicolas Sarkozy. Faut-il ou non passer un contrat de gouvernement ? Jusqu'à présent, je pense qu'il n'en a absolument pas envie et qu'il ne le fera pas. Parce que, voilà. Mais au fil des mois, donc, Éric Ciotti, il a beaucoup de problèmes. Donc, encore une fois, il y a des frondeurs, guillemets, dans son groupe. Il faut qu'il joue entre le soutien et l'opposition au gouvernement. Il faut qu'il règle ses problèmes avec les sénateurs qui ne sont pas sur la même position que lui sur un certain nombre de textes. Mais pour l'instant, quand même, face au président de la République, je trouve que c'est plutôt bien joué et il a un poids. Vous êtes d'accord, Gilles Et Borstein ? il parle avec Laurent Berger. Il va voir Laurent Berger sur la réforme des retraites aujourd'hui, donc c'est très important. Gilles Borstein, vous êtes d'accord ? Ça commence pas si mal que ça, finalement, pour Éric Ciotti ? Oui, ça commence pas si mal que ça. Eux ont été capables de faire des élections qui ne sont pas... faisandées. Contestées, j'allais dire. J'allais dire contestées. Il reste qu'ils ont un problème politique. Tout à l'heure, on disait que le PS n'a pas de modèle alternatif. Je trouve que il y a un certain parallélisme entre le PS et les Républicains. Si le PS a chuté, c'est parce qu'à un moment, eh bien, ils ont accepté l'économie de marché et ils ont fait une politique plutôt favorable à ce qui n'était pas leur base électorale, et donc ils ont été soutenus par des urbains aisés, éduqués par les classes supérieures, délaissant un peu ce qui devait être leur clientèle électorale, qui étaient les milieux populaires. Les Républicains, c'est un peu la même chose. On dit que leur ADN, ce sont les libéraux, soucieux de l'équilibre des dépenses publiques et de la rigueur, mais finalement, aujourd'hui, quand on voit les députés républicains, les 62 députés républicains, ils sont tous élus de circonscriptions populaires, rurales, de gens impactés par la réforme des retraites. Donc ils changent. C'est pour ça que 15 d'entre eux refuseraient de voter la réforme. Ce que me disent les députés, c'est qu'on me dit que mon ADN, c'est de voter la réforme. Non. Mais sur les marchés, je me fais beaucoup plus engueuler si je vote la réforme que si je ne la vote pas. Parce que mes électeurs, ceux qui m'ont mis au Palais Bourbon, sont des gens populaires qui ont commencé à travailler tôt et qui, si la réforme est adoptée, devront travailler plus longtemps. Les électeurs, toutes les circo-bourgeoises de France sont maintenant aux mains des marcheurs. Donc les électeurs... Des macronistes. Quasiment toutes, ouais. Quasiment toutes, peut-être à part Philippe Juvin dans les Hauts-de-Seine, oui, là, et Éric Ciotti lui-même au centre-ville de Nice. Donc ils ont un problème de sociologie électorale qui ne correspond plus à leur ADN politique. Vous confirmez, Frédéric Dabi, est-ce que ces députés de droite qui s'opposent à la réforme ont senti la forte opposition des Français et le vent du boulet dans leurs circonscriptions respectives ? Je partage complètement ce que Gilles vient de dire, d'autant plus que s'il y a un risque de dissolution, comme me disait Alex Chabot tout à l'heure, il y a des actes lourds qui pourraient rester. Maintenant, c'est vrai que ce qui est compliqué, c'est que le peuple de droite, d'une manière générale, a soutenu pendant le premier quinquennat, j'ai appelé ça la Sainte Alliance LR, LREM ou maintenant LR Renaissance, toutes les réformes de structure libérale, celles sur les ordonnances travail, la réforme de la SNCF, la première réforme des retraites d'Édouard Philippe, la suppression de l'ISF bien sûr, donc il y a quand même une convergence de vues et Éric Ciotti ne pouvait pas ne pas en tenir compte. Maintenant, cette question qui fait que si la réforme est votée, je vois pas le crédit que les Français, qui en plus sont minoritaires à soutenir cette réforme, ce crédit que les Français accorderaient à LR.
réactive. Le problème majeur de cette formation, c'est son positionnement, c'est son espace. Ça se passe coincé entre Macron et Le Pen. Uburois, hein, ça se passe en Pologne, ça se passe nulle part. Ça se passe à droite, ça se passe partout et nulle part. Il y a cette droite canal historique de plus en plus rétrécie. Hein. Dans les enquêtes de l'IFOP, il y a, selon les vagues d'enquête, 7 à 10% des Français qui se positionnent proches de LR. Sous Nicolas Sarkozy, même après sa défaite, on était à 25-30%. Il y a cette droite canal historique, il y a ces électeurs de droite qui sont macronistes, c'est la sociologie dont Gilles Borchstein vient de parler. Et puis, il y a cette droite aussi qui va voir Marine Le Pen. C'était notre premier sujet. Ce salariat qui va être furax, si je peux dire, s'il y a le vote d'une réforme des retraites, il avait déjà largement basculé le petit salariat à l'élection présidentielle en faveur du Rassemblement national et du vote Le Pen. Ça aussi, c'est un élément à prendre en compte. En tout cas, le positionnement, au-delà de l'incarnation d'Éric Ciotti, qui, c'est vrai, n'a pas fait d'erreur fondamentale. On lui rappelle sa déclaration, un peu comme un péché originel, Zemmour plus que Macron, mais c'est quand même loin. Au deuxième tour de la présidentielle, il a annoncé qu'il voterait pour Zemmour plus que pour Emmanuel Macron. Tout à fait. A plutôt fait les premiers pas réussis, mais il y a ce problème qui reste, quelle que soit l'incarnation. Alors, vous citiez Uburois. On se souvient que le monarque d'Alfred Jarry, lui, il avait une arme importante de persuasion. C'était le PAL, hein, la fameuse menace de l'empalement. Comment il va faire, Éric Ciotti, pour imposer à ses députés récalcitrants, puisqu'il n'a pas cet argument-là? Comment il va faire pour s'imposer, Arlette Chabot? C'est bizarre, je trouve un instrument horrible, etc. Non, c'est une référence à Uburois. Oui, bien sûr, c'est une référence. Mais non, mais la question était quand même sur l'instrument qu'il pourrait utiliser. Moi, je pense que c'est un jeu très compliqué. Alors, Éric Ciotti, je ne sais pas s'il n'est pas si mauvais que ça, au fond, on le voit bien en politique. Il est beaucoup plus rusé, beaucoup plus subtil. Très habile. Beaucoup plus modéré, extrêmement habile. On l'a présenté quelqu'un comme ça, je tranche, je tape exprès sur la table, mais ce n'est pas exactement ça. Mais je pense que c'est, encore une fois, compliqué. Et je reviens sur l'équilibre. On approuve la réforme des retraites. Et encore, il y aura peut-être effectivement quelques défections. Mais déjà, on annonce que c'est pas la peine que Gérald Darmanin essaye de nous draguer pour sa loi immigration. Ce sera non. C'est très, je trouve, je ne sais pas comment il va faire. Voilà, pour dire les choses. C'est un boulot d'équilibriste extrêmement compliqué. Effectivement, l'électorat populaire, il faut le récupérer. Il est chez Marine Le Pen. Beaucoup d'élus, vous entendez Xavier Bertrand, c'est toujours aussi le même discours de Xavier Bertrand, la droite discours populaire. Très social. Très social. Il faut récupérer cet électorat. C'est difficile de le faire revenir. Donc, c'est compliqué. Pour l'instant, il sait vraiment, à la pagaie, j'avance. Un petit coup à droite, un petit coup au centre, un petit coup au milieu. Je suis indépendant, nous sommes libres. Ça tient, je ne sais pas combien de temps il tiendra. Sur ce fil, Gilles Borchstein, d'équilibriste, est-ce qu'il peut tenir longtemps? Est-ce que la chute est inéluctable? Moi, je ne crois pas. Je pense qu'il va prendre sa perte dans ce vote. C'est-à-dire qu'il y aura effectivement des défections. Oui. Et on pourra dire que la première décision qu'il a eu à prendre, il l'a prise, il n'a pas été suivi par une partie de son groupe. Ils ne voteront pas. C'est quand même pas terrible, ça, pour une prise de pouvoir. C'est pas terrible, mais l'avenir dure longtemps, surtout quand on est à 5%. Le PS a fait 1,74. Combien a fait Valérie Pécresse? 4,8. Surtout quand on est à 4,8, de toute façon, il n'y a pas d'enjeu immédiat. C'est de la reconstruction à terme. Il avait le choix entre deux logiciels. Le logiciel populiste pour essayer de concurrencer Marine Le Pen ou le logiciel d'une droite responsable pour essayer de récupérer chez Emmanuel Macron. Il a choisi les deux en étant dur sur le régalien pour concurrencer chez Marine Le Pen, voire très dur sur le régalien, mais quand même essayer de tenir un discours de droite classique. Mon sentiment, c'est qu'à terme, il a plutôt raison. Là, il va prendre sa paume. Il faut tenir. Il faut tenir éternellement. Il pourra dire que j'ai été responsable. Au moment où il y aura des échéances importantes, il aura cranté un truc en disant « j'ai été responsable, je suis un homme politique responsable », en se disant qu'à un moment, les Français voudront se retourner vers des femmes politiques responsables. Est-ce que ça va gagner ou pas? Voilà, ce qui est dur pour lui, c'est jusqu'au vote. Après, ça sera peut-être plus facile. Alors, c'est vrai que l'avenir dure longtemps, pour reprendre votre expression, Gilles. C'est vrai qu'il chauffe la place aussi pour Laurent Wauquiez, qui a une popularité assez installée, qui a un vrai crédit. Qu'il voterait la réforme. Tout à fait, qui est très crédible à droite. Donc, c'est cette droite de responsabilité. L'avenir dure longtemps, mais il y a des échéances électorales. Mettons de côté les élections sénatoriales. Au pire, LR perdra quelques sièges parce que c'est le reflet des élections municipales de 2020
où LR a perdu quelques villes, mais il y a ces élections européennes. Et le scénario catastrophe de 2019, c'est-à-dire une droite coincée entre la liste Renaissance, Macron, LREM et une liste de droite de la droite. 8,9% de mémoire. Peut être, et c'était déjà un véritable coup de semonce. Il y a eu pire avec son présidentiel, mais c'est vrai qu'avec une offre Renaissance, une offre Dupont-Aignan, une offre Marion Maréchal-Zemmour et une offre RN, quel espace, une fois de plus, pour la droite? Alors, justement, on parlait de l'exercice de funambule et d'équilibriste, d'un Ciotti écartelé entre la Macronie et le lepénisme sur le plan stratégique. On voit que la composition de cette direction, elle fait aussi un petit peu écho à cela. C'est-à-dire, il a nommé 2 numéros 2, Éric Ciotti, un Aurélien Pradier, tenant d'une droite sociale qui est contre la réforme des retraites, on l'a dit. Et puis de l'autre côté, c'est le comeback, le retour de François-Xavier Bellamy, très conservateur, sur une ligne très filloniste. Où est-ce qu'il habite, Éric Ciotti, stratégiquement? Gilles Borstein, on ne comprend plus. Là. Éric Ciotti, c'est ce que disait Arlette. Éric Ciotti est l'inverse de ce qu'on croit, c'est-à-dire c'est un très... Tous les républicains... C'est un François Hollande de droite, l'homme de la synthèse? C'est pas faux. Dans son comportement, un peu. Tous les républicains disent, ceux qu'on dit, en tout cas, Éric, c'est facile de discuter avec lui. Il nous écoute. Il nous écoute. On peut discuter avec lui. Il sait faire travailler des gens ensemble. C'est pas du tout un homme violent dans sa pratique politique, même s'il est parfois violent dans l'expression de ses convictions. Donc, il fait de la politique comme tout le monde. Il essaye de ménager tout le monde. Il a essayé de donner des responsabilités. Il fait l'inverse de ce que font les socialistes là, c'est ce que veut Nicolas Meyer-Rossignol, ce que refuse pour l'instant Olivier Faure. Il essaye de faire monter théoriquement, le poste de numéro 2 est un poste avec beaucoup de paroles. J'imagine qu'il fait le calcul que s'il y en a 2, ça sera plus facile pour moi de m'exprimer. Par contre, ce que je trouve bizarre, c'est j'ai lu que Bruno Retailleau voulait sécuriser la place de tête de liste aux européennes pour François-Xavier Bellamy. Alors moi, je croyais qu'on ne changeait pas. Qui serait un remake de ce qu'on évoquait à l'instant, c'est-à-dire la Bérésina des dernières européennes, 8,9%. Ne pas changer à ce point une équipe qui perd et vouloir renvoyer à une élection, on voit qu'il est beaucoup trop réac, beaucoup trop conservateur pour le corps social français. Ce François-Xavier Bellamy, c'est vrai que parfois, il y a des comportements... Il a gagné quand même un peu de visibilité en 5 ans, et c'est quelqu'un qui est bon en débat, mais je pense que vous dites. La droite française n'est pas ce qu'incarne François-Xavier Bellamy. On peut tourner les choses dans tous les sens. Voilà. Alors, il y a une option que vous évoquiez tout à l'heure, Arlette Chabot. C'était en quelques mois une nouvelle offensive d'Emmanuel Macron sur la thématique chère à Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire Macron, je le rappelle, doit, disait-il, franchir le Rubicon et organiser un vrai gouvernement de droite avec vraisemblablement un Premier ministre de droite, Ciotti, qui a expliqué depuis des mois et des mois qu'il ne ferait jamais alliance avec Macron. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait se dédire, puisque Gilles Borstein semble penser qu'il est quand même plus souple et plus susceptible de synthèse qu'il n'en a l'air? Mais alliance, c'est pas ça, c'est un vrai accord de gouvernement. Dans ce cas-là, on change. C'est une espèce de cohabitation qu'accepterait évidemment Emmanuel Macron. C'est pas du tout je fais rentrer 2 républicains au gouvernement et je continue ma politique et vous êtes contents les gars, il y en a 2 ministres de plus, c'est super. C'est un vrai gouvernement d'alliance. C'est une véritable alliance. Au fond, ce que propose, quand Nicolas Sarkozy propose à Emmanuel Macron de faire un geste vers les Républicains, donc c'est pas, encore une fois, du débauchage de quelques personnalités. Ça changerait totalement la donne. C'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure, comment Emmanuel Macron voit-il son quinquennat ? 2024, on dit, c'est une année sanctuarisée parce qu'il y aura les élections européennes et les Jeux Olympiques. Donc il faut que le problème soit réglé avant. D'une manière ou d'une autre, soit il peut y avoir un accord de gouvernement. Est-ce que les Républicains en auront envie? Parce qu'ils n'écoutent plus vraiment Nicolas Sarkozy. Les 3 prétendants au poste ont tous rompu avec Nicolas Sarkozy. Est-ce qu'Emmanuel Macron, lui, est prêt à faire véritable geste en disant... Pour la stabilité du pays, il faut qu'on trouve une solution. Ça change tout. Ça veut dire, là, c'est Elisabeth Borne ne peut plus être première ministre. Enfin, c'est plus une tête de gauche. C'est un vrai premier ministre de droite avec une autonomie. C'est très compliqué. C'est une semi-cohabitation. Moi, je dis c'est une cohabitation. C'est carrément une cohabitation. Ce qui change tout. Qui change tout pour Emmanuel Macron. Évidemment, l'acceptera-t-il? Je ne sais pas. Ou alors, il y aura la tentation de la dissolution, peut-être. Alors, Éric Ciotti, on le disait tout à l'heure, chauffe la place pour Laurent Wauquiez, qui lui est très discret, mais vise très clairement 2027.
Vous qui connaissez très bien la vie politique et depuis longtemps, il y a quand même une loi d'airain de la vie politique. C'est que quand on est à un poste de chef de parti, d'un grand parti, susceptible de prétendre à de plus grandes ambitions, pourquoi on laisserait la place aux copains, même si on lui a promis qu'on lui laisserait cette place pour la présidentielle? Est-ce qu'Éric Ciotti, finalement, ne va pas oublier ses promesses à Laurent Wauquiez et y aller? Il y a quand même le reflet de l'affaiblissement des partis politiques. Il n'a jamais été question qu'Olivier Faure soit candidat en 2022, je ne sais pas pour 2027. Et c'est vrai que c'est compliqué pour Ciotti, d'autant plus qu'il a vraiment fait une sorte de ticket invisible avec l'invisible Laurent Wauquiez. Un ticket, il est fait pour être jeté à la poubelle. Hein, oui. Parfois, moi je pense quand même je pense pas qu'il ira au-delà. C'est vrai qu'il va aussi jouer sa crédibilité sur les premiers rendez-vous, les seuls rendez-vous électoraux du quinquennat, les européennes et les municipales de 2026. Où il faut pas oublier, j'ai dit tout à l'heure que le PS avait des belles couleurs à l'échelle locale, la droite aussi, mais il y a eu beaucoup de défections. La présidente de la région Pays de Loire qui est partie, qui n'est plus chez LR, qui est passé Jean chez Rottner Macron, de la région Grand Est, qui est lui-même a cédé la place à quelqu'un de chez Horizon. On voit très bien que la droite aussi est se craquelle sur ce qui était sa force, l'ancrage territorial. Très rapidement, Ciotti candidat, Gilles Bornstein, c'est possible en quelques secondes? Non, moi j'y crois pas. Je crois qu'il sera plutôt fidèle à Laurent Wauquiez. Je crois qu'il sera plutôt fidèle à Laurent Wauquiez. Erla Thiabaut, ok. Ciotti non candidat, c'est... Non, je crois pas. Après, Laurent Wauquiez, alors moi je mets un gros point d'interrogation. Silencieux, discret, planqué, diraient certains. Un peu trop peut-être. Un peu la présidentielle, planqué, ça se passe sur le terrain. C'est pas comme ça, je pense. Si Wauquiez ne peut pas être candidat, effectivement, tout est à nouveau possible pour Ciotti face à Xavier Bertrand ou face à un retour de Valérie Pécresse. Mais... Eh bien, on aura l'occasion d'en reparler bien sûr dans les prochains mois. Merci à tous les trois pour vos explications lumineuses et vos éclairages qui nous ont totalement inondés de lumière. Nous savons tous des angoisses de l'exécutif sur les retraites, des déboires du PS, des difficultés d'Éric Ciotti à la tête de LR. Quant à nous, on se retrouve mercredi prochain 21h pour une nouvelle édition de Ça reste entre nous en compagnie des meilleurs décrypteurs de la politique. D'ici là, bien sûr, je compte sur vous et votre discrétion. Tout ce qui est à Radio J reste à Radio J. Ça reste entre nous. Excellente soirée et à la semaine prochaine. Radio J. J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. C'est de la poudre de perlimpinpin. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Silence pour la France! Je vous demande de vous arrêter. David Revaud-Dallon, ça reste entre nous.